Chapitre 15 Paris, passage Jouffroy, dimanche 18 octobre 2015, 8h35. Il venait de passer le musée Grévin, avec son fronton en bas-relief un peu rococo. Sur leur droite s'ouvrait l'entrée du passage Jouffroy, où se tenait la boutique de l'antiquaire dont ils avaient trouvé la carte dans le carnet de Gerbert. Malo sentait la tension nerveuse, conjuguée à la fatigue, se nouer dans son dos. C'est là que tout se jouerait. Soit son intuition l'avait complètement fourvoyé, et ce type n'avait rien à voir avec son affaire. Dans ce cas, il pourrait rentrer à Aurillac en étant bien sûr d'y terminer sa carrière, ou, avec beaucoup de chance, de monter à Clermont ou dans une ville de quelque importance s'il faisait consciencieusement son travail, qui consisterait, pour l'essentiel, à recueillir les confidences mystico-éthyliques de Jackie et consorts, et les jours exceptionnels de coffrer un mari trompé pour avoir tiré sur sa femme et son amant à la chevrotine. Soit il avait vu juste, et le type était lié à l'affaire de la tête, un acheteur potentiel, peut-être en était-il même le commanditaire, on ne savait jamais. De toute manière, s'il avait raison, le meurtrier et son précieux chargement finiraient par arriver ici, et à ce moment-là. Maintenant, et toujours dans l'optique où il était dans le vrai, la question était la suivante. Que faire? Planquer devant, en attendant que le fuyard se pointe avec la tête dans le sac et le prendre sur le fait? Ou bien parier sur l'honnêteté de l'antiquaire, discuter avec lui et tendre un piège à l'assassin en comptant qu'il se présente? C'était mince, mais planquer dans le passage allait se révéler difficile. Ne pas se faire remarquer dans un lieu aussi étroit, surtout quand on avait l'allure et le gabarit d'Albert, relevait de l'impossible. Quant à mademoiselle Mignon, elle non plus, quoique pour d'autres raisons, ne passait pas inaperçue. Se rendre invisible ou presque n'était pas donné à tout le monde, et en tout cas n'était pas dans la nature de ces deux-là. Ne restait donc que la solution d'entrer dans la boutique et de mettre l'antiquaire dans le coup. De deux choses l'une. Soit il était innocent, et Malo se faisait fort d'obtenir sa coopération, soit il trempait dans l'affaire à un titre ou un autre, et cela, Malo, une fois encore, saurait le deviner. Il obtiendrait sa coopération de gré ou de force, si besoin était, et que le type se montrait particulièrement rétif, il y avait Albert. Maintenant, ne restait plus qu'à attendre l'ouverture du passage et des commerces, à 10 heures, c'est-à-dire dans 1 heure environ. Le temps de garer la voiture et de prendre un jus. Malo chercha donc une place, ce qui lui prit bien 20 minutes, et encore, sur un coup de chance, une voiture s'en allant en l'instant même où il arrivait. La capitale n'avait pas que des avantages. Malo, à force de fréquenter Aurillac, où le stationnement n'était jamais un problème, avait oublié ce désagrément. Il se gara donc, sous les conseils avisés de sa voisine, qui le pilotait comme un vrai cornac l'aurait fait d'un éléphant, ce qui avait le don de l'horripiler, et les appels à la prudence et le regard inquiet d'Albert qui craignait de le voir rafler la carrosserie. Il fallut encore s'acquitter du stationnement, exorbitant, évidemment, comme on devait s'y attendre, un autre des inconvénients qu'il avait oublié, et finalement se retrouver au café voisin du passage Jouffroy. La façade vert et orange, le faux crocodile empaillé, était sympa. Quant à la déco intérieure, elle lui aurait certainement plu s'il avait eu 20 ans de moins. L'antipode de l'aventurier. Bar australien, annonçait le panneau à l'entrée. Il ne savait pas très bien ce qu'un bar pouvait avoir d'australien. Peut-être le café qu'il prit, qu'il paya bien plus qu'il ne le méritait. Ça aussi, c'était Paris. À Aurillac non plus, les cafés n'étaient pas toujours fameux, mais au moins ne coûtaient-ils jamais plus de 1,20 €. Il profita néanmoins de ce moment de calme pour interroger mademoiselle Mignon, qui, assise à côté de lui d'une fesse prudente sur un tabouret, avait renoncé à siroter son café et pianotait sur son portable, son ongle carmin tapotant avec dextérité la surface vitrée. « À qui écrivez-vous » s'enquit-il en la voyant sourire. « Vous êtes de la police ?» lui répondit-elle aussitôt sans réfléchir ni quitter son écran des yeux.
Précisément, lui rétorqua-t-il avec le plus grand sérieux. Elle se tourna vers lui, il devina qu'elle se demandait ce qu'il sous-entendait par là, ce qui était justement ce qu'il avait souhaité. Je réponds à une collègue de travail, qui me demandait où je me trouvais. Elle s'étonnait que je sois en escapade à Paris. La mort de M. Bergier n'a pas l'air de vous troubler plus que ça, fit-il remarquer. Une ombre, mélange de colère et de peine, traversa le beau visage eurasien. Roger et moi n'étions pas liés plus que cela, monsieur Sinclair. Nous avions chacun notre vie. Et puis, nous avons tous nos manières de gérer nos émotions. Cela vous plairait davantage que je sois en train de sangloter sur cette table? Il y avait, soudain, dans ses yeux un certain émoi. Ses lèvres tremblaient à peine, mais suffisamment pour qu'il le remarque. « Antaramante val bona fiera !» Tous deux se tournèrent vers Albert, qui venait de lâcher cette phrase comme il l'aurait fait sonner une vérité première. « Ce qui signifie, Albert ? »« Un enterrement vaut une bonne foire. C'est un dicton de... » « Votre grand-mère, oui. »« Je ne comprends pas bien le rapport entre la foire et l'enterrement. » Albert demeura silencieux, sourcils froncés, le temps pour ses neurones besogneux d'analyser la question, puis... « Ben, d'après ce qu'elle disait, à la foire, on risque de se faire voler. Pas un enterrement. » Il les fixait tour à tour, affrontant leurs regards dubitatifs. « Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Était-ce l'absurdité de la situation, l'incongruité totale de l'intervention d'Albert? Malot ne le savait pas, mais il sentit monter en lui un fou rire qu'il tenta de retenir sans succès. Un fou rire auquel se joignit mademoiselle Mignon, qui les secoua tous les deux pendant 5 bonnes minutes, emportant un peu de la tension qu'ils avaient accumulée depuis leur départ d'Aurillac. Albert, qui ne comprenait pas très bien, resta droit sur son tabouret, tout amidonné d'une réserve qu'à défaut de mots plus appropriés, on aurait qualifié d'aristocratique. Quand ils se calmèrent et purent fixer Albert sans éclater aussitôt, ce dernier bougonna. « Je vois pas ce qu'il y a de drôle, c'est de la sagesse populaire. » Malot se retint de lui sortir la réflexion de Desproges signifiant que la sagesse populaire avait élu Hitler chancelier, et tenta de se calmer avec plus ou moins de succès. Il s'essuya les yeux et regarda sa montre. 9h40, encore quelques minutes. Il décida d'en profiter pour interroger leur enseignante de charme. « Vous aviez aussi la passion de Gerbert ?» Aussitôt dégrisée, mademoiselle Mignon se recomposa cette attitude de sérieuse, presque revêche, qu'elle arborait jusqu'alors et qu'il venait de voir se fissurer le temps d'un rire. « Pas autant que lui, mais il m'intéressait, bien sûr. J'avais fait quelques études sur lui, sinon je ne serais jamais allé le voir. » « Et cette histoire des 9 supérieurs inconnus, vous l'aviez déjà entendue ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « En partie, oui. C'est une des nombreuses légendes qui entourent le personnage de Gerbert, mais cela paraissait tellement farfelu que je n'y avais pas accordé grand crédit. »« Vous pouvez m'en dire plus ?» demanda encore Malot en reportant un instant son regard sur la rue, pour observer les passants, particulièrement ceux s'approchant de l'entrée du passage Jouffroy. « Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Un moine anglais, Guillaume de Malmesbury, prétendait que Gerbert avait voyagé dans les Indes lointaines et en avait ramené un savoir fabuleux. Mais, à la lumière de ce que nous venons d'apprendre, si ce savoir vient bien des Indes, ce n'est pas là qu'il en prit connaissance. »« Vous ne nous avez pas encore tout lu, » lui fit-il remarquer. « Il faudrait pour cela que je puisse décoder et traduire le texte. Cela nécessite un peu de temps, capitaine. » Elle avait mis une certaine intonation sur « capitaine », comme un défi. Ses lèvres pleines s'étaient ourlées d'un sourire moqueur. Elle était décidément, dès qu'elle abandonnait son austérité toute professorale, diablement séduisante, un volcan sous la glace. Un nouveau regard à sa montre, 9h55. Se tournant vers son second, il ordonna « Albert, vous allez vous poster à l'entrée du passage et surveiller les allées et venues de chacun. Moi, je vais entrer dans la boutique et voir ce que je peux tirer de ce monsieur. Si j'ai besoin de vous, je vous appelle. » « Et moi dans tout ça, quel est mon rôle ?»« Vous nous attendez ici, » répondit Malot, comme si ça tombait sous le sens. « Et je reprise les chaussettes le temps que vous meniez vos aventures, c'est ça ? Vous viendrez me faire le compte-rendu plus tard, à l'heure du repas, que je vous aurai bien sûr mitonné. Ce n'est pas ce que... » commença-t-il. « Hors de question. Nous avons commencé cette aventure ensemble, nous la continuons ensemble. »
Mademoiselle, s'énerva-t-il malgré lui, je suis désolé de devoir vous le rappeler, mais il s'agit d'une enquête policière, et... Oh, eh bien, s'il s'agit d'une enquête policière, je vous laisse. Vous trouverez bien le moyen de traduire ce carnet tout seul. Elle jeta le carnet sur la table et fit mine de se lever. Elle bluffait, bien sûr. Jamais elle n'abandonnerait l'occasion d'en apprendre plus sur ce mystère. Quel historien aurait pu tourner le dos à un tel défi? En même temps, elle était si cabocharde qu'elle était fort capable de partir sur un coup de tête. Il tendit la main et la retint par le bras. « Lâchez-moi » ordonna-t-elle si sèchement qu'il fut tenté d'obtempérer, mais il réussit, il ne savait comment, à résister. « Cessez de faire l'idiote et asseyez-vous. » Faire l'idiote. Elle semblait bien partie pour une nouvelle tirade, et ses yeux brûlaient des feux de l'enfer, celui réservé aux élèves irrespectueux, mais il ne lui en laissa pas le temps. « C'est bon, vous viendrez avec moi, céda-t-il pour couper court à un nouvel éclat. Elle se détendit, les braises de son regard s'apaisèrent un peu. Il lui lâcha le bras qu'elle frotta aussitôt. « Vous êtes une sale brute. »« Je vous avais à peine touché, se défendit-il aussitôt, gêné. »« Patron, vous n'avez pas dit qu'il fallait y être à l'ouverture ?» L'intervention d'Albert le prit au dépourvu. Si, il lança un coup d'œil à sa montre, 10h01. Il se leva, jetant en catastrophe un billet de 10 sur le zinc, aussitôt suivi par mademoiselle Mignon et Albert, qui, avalant le trottoir de ses grandes cisaillées de jambes, donnaient l'impression de se presser au ralenti. Ils parvinrent à l'entrée du passage en quelques secondes, s'engagèrent sous le porche mouluré et lancèrent un regard autour d'eux. Ce n'était pas la première fois que Malot y égarait ses pas. Il adorait ces lieux un peu hors du temps, vestiges d'une époque plus glorieuse où l'Europe et la France se croyaient encore le centre du monde. Le carrelage rutilant qui couvrait le sol répondait au fer et aux verres aériens qui chapeautaient le large couloir et par lequel filtrait jusqu'à eux la lumière du jour. Entre les deux s'alignaient les boutiques aux enseignes rétro, librairies et shops de cannes de collection dont le fronton s'ornait d'énormes bois de Rennes. Un des premiers passages chauffés de Paris, avait-il lu un jour sur un guide touristique ou sur Internet, il ne se souvenait plus. On s'attendait presque, en regardant ces vitrines emplies, pour la plupart, d'objets anciens de prix ou de pacotille, mis en scène avec goût et minutie, à voir passer devant soi quelques dames en crinoline aux bras de monsieur en redingotes et haut de forme. Son regard se braqua sur la boutique de l'antiquaire qui, vers le milieu du passage, offrait son étal aux passants. Il préférait qu'aucun client ne s'y trouve pour avoir une conversation tranquille avec le commerçant. Manque de chance, à l'instant même où il se faisait cette réflexion, la silhouette voûtée d'une petite mamie y pénétra avant qu'il n'ait pu faire un pas. Mince! Devait-il attendre qu'elle ressorte? Se tournant vers Albert, il ordonna. « Albert, mettez-vous à votre poste. Si vous voyez un type seul ou même accompagné s'approcher de cette boutique, vous l'alpaguez. » Albert, basculant aussitôt en mode mirador, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, se mit à balayer le passage des yeux, son cou pivotant lentement sur son axe comme la tourelle d'un char d'assaut. Malot eut le bon sens d'ajouter. Albert, soyez discret, on ne sait jamais, on peut se tromper. »« Oui, patron !» répondit l'intéressé tout haut avec une telle force que de nombreux regards convergèrent vers eux. Avec un pareil cerbère, songea-t-il en observant Albert qui dépassait d'une tête ou presque toutes les personnes présentes et les écrasait d'une largeur d'épaule, personne ne risque de s'approcher de la boutique. Dire qu'il était visible comme le nez au milieu de la figure était un euphémisme. Albert faisait l'effet d'un labrador égaré dans une portée de caniche-nain. « Albert, pourriez-vous entrer dans ce magasin de cannes, là-bas ?»« Qu'est-ce que j'irais faire, patron? J'ai jamais eu besoin de cannes, moi !» Malot essaya un instant de visualiser Albert avec une canne et songea effectivement que ce n'était pas une canne qu'il lui fallait, mais un tronc d'arbre. Il insista néanmoins. « Allez-y, Albert, et une fois que vous y êtes, gardez un œil sur le passage. Même consigne que précédemment. Compris ? » »« Bien, patron !» approuva Albert assez fort pour que tout le passage en profite avant de se diriger vers la boutique d'un pas déterminé, fendant la foule matinale avec la délicatesse d'un brise-glace se frayant un chemin à travers la banquise. Avec Albert, on s'écartait ou on s'envolait. Malot le vit poser la main sur la poignée, pousser la porte et entrer à l'intérieur. Il sourit en imaginant la panique du vendeur qui devait voir débarquer dans son échoppe un tel morceau
et se demanda s'il aurait un article à lui proposer. Il lança un regard vers l'antiquaire avec l'espoir que la mémé en ressorte, mais non. Visiblement, elle s'incrustait. Il se tourna vers mademoiselle Mignon, qui, un pas derrière lui, attendait qu'il se décide à agir. « Vous vouliez faire partie de l'équipée ? C'est bien ce que vous avez dit. »« En substance, oui, répondit-elle, prudente. Auriez-vous l'obligeance de vous poster dans la boutique face à celle de l'antiquaire et me prévenir si un grand bonhomme en impair se pointe ?» Il ajouta, après un instant de silence, en se remémorant l'expression d'horreur gravée sur les traits du malheureux étudiant qu'il avait retrouvé mort sur la table de l'aventurier. Et surtout ne l'approchez pas. Sur ce, il se dirigea vers la boutique de l'antiquaire, passant devant celle où se trouvait Albert, dont il devina la haute silhouette à travers la porte vitrée. Immobile, il surveillait le passage avec des allures de Terminator néandertalien. Derrière lui, Malot discerna un petit homme, tout était relatif avec Albert, fort occupé à fouiller les présentoirs de son établissement. S'il trouvait une canne à la mesure du bonhomme, Malot serait impressionné. Il poursuivit son chemin, parvint devant l'antiquaire, dont la vitrine surchargée ne laissait rien deviner de l'intérieur, les pièces, grandes ou petites, se disputant le moindre espace. Ici, une statue aztèque de Quetzalcoatl voisinait un buste d'Athéna qu'accompagnait, guère loin, un médaillon frappé de l'effigie d'Horus. Le propriétaire semblait décidément apprécier les pièces présentant des personnages mythologiques. Que faisait la mémé? Depuis le temps qu'elle était entrée, elle avait trouvé son bonheur et marchandait avec le vendeur, ou elle passait toute la boutique en revue? Il s'approcha de la porte vitrée, des bibelots et encore des bibelots, des grands, des petits, des énormes, comme cette statue de Valkyrie aux ailes déployées de taille humaine. Malot ne savait pas d'où elle pouvait provenir, certainement de quelque décor de théâtre ou d'opéra. Derrière le comptoir, il devina une grande ombre très affairée, celle de l'antiquaire. Où était passée la vieille dame? Ce fut quand il vit l'ombre attraper un bibelot, une statuette, semblait-il, et le fracasser contre le bureau pour fouiller parmi les débris, qu'il réagit. « Nom de » commença-t-il en se ruant à l'intérieur, son arme au poing.